Cancer, ne jamais lâcher la main du patient. Le cancer donc nécessite une prise en charge globale, soit un traitement donc, qui va durer pendant de nombreuses années. Et elle nécessite, cette maladie, de mettre en place un parcours réellement individualisé, qui soit adapté donc, aux caractéristiques de la maladie, à l'état général du patient, à ses envies, à ses besoins. On en a parlé depuis le début de cette édition de Futurapolis. Et ce défi ne peut être relevé que par une équipe pluridisciplinaire, ce que nous allons illustrer donc, au cours de notre table ronde. Et je vous demande donc d'accueillir Nathalie Marin. Bonjour madame. Sous vos applaudissements, effectivement. Jean-Baptiste Méric. Bonjour. Annelise Niel. Bonjour. Le professeur Marc Ichou. Et pour animer cet échange, Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On l'a évoqué, je pense, tout au long de la journée, après l'annonce d'un diagnostic de cancer, pour laquelle maintenant les médecins sont formés. Tout n'est pas parfait, mais ça se passe un peu mieux. Les patients sont plongés d'un seul coup, brusquement, dans un univers de soins extrêmement présent. La réunion de concertation pluridisciplinaire définit une stratégie thérapeutique avec les professionnels et le tout est chapeauté aujourd'hui par une infirmière de coordination. Nous en avons une avec nous aujourd'hui, Annelise Niel. Vous êtes infirmière de coordination des soins à l'ICM de Montpellier et vous travaillez avec le professeur Marc Ichou, spécialiste en oncologie digestive, directeur de l'Institut de cancérologie de Montpellier. On va rentrer dans le vif du sujet, professeur Ichou, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous tracer le parcours d'un malade souffrant d'un cancer, puisque c'est votre quotidien? Alors, vous l'avez dit, la prise en charge d'un cancer, c'est très pluridisciplinaire. On a inventé la RCP, qui est la réunion de concertation pluridisciplinaire, avec l'Institut national du cancer, ici présent. Et donc, cette pluridisciplinarité est indispensable, mais elle crée des difficultés pour le patient de s'y retrouver dans son parcours. Il y a plusieurs types de parcours. Il y a d'abord le parcours avant d'entrer dans la prise en charge cancérologique. Vous avez parlé de l'annonce, mais cette annonce, elle est des fois diffuse. C'est-à-dire qu'avant de rentrer, on voit un médecin généraliste, un spécialiste, un radiologue, un médecin nucléaire, et puis on fait un prélèvement, on a un résultat. Il y a tout un parcours là aussi qui est assez complexe, qui est avant l'entrée dans la RCP et dans la prise en charge. Ensuite, le patient va rentrer dans un institut de cancérologie, hôpital public, centre de lutte contre le cancer, centre privé. Et là, il va effectivement être pris en charge par plusieurs spécialistes en général, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, soins de support, etc. Et donc, il y a tout un parcours aussi à organiser et à coordonner. Et puis ensuite, et ce n'est pas souvent le plus facile, c'est le retour à domicile. Après toute la partie où on a, je prends l'exemple d'un cancer du sein qui est fréquent, on a eu une chirurgie, des rayons, de la chimiothérapie, on commence une hormonothérapie et hop, on se retrouve d'un coup à domicile avec des rendez-vous parfois très lointains avec les cancérologues. Et là, il y a tout le parcours de réadaptation après cancer, qui n'est pas forcément le bon terme après cancer, mais de réadaptation. Voilà. Donc il y a tous ces parcours. Et effectivement, ce qu'on met de plus en plus en place maintenant, notamment dans nos centres, ce sont des infirmières qui vont coordonner ces différents parcours. Et je pense que c'est les exemples qu'on va prendre tout à l'heure. Oui, parce que Annelise, c'est ce que vous faites. Ce sont des patients en plus, alors souvent des cancers ORL que vous suivez, qui ont des profils particuliers. Oui, alors du coup, les patients ORL sont quand même une population qui est quand même ciblée
fragiles, avec des besoins sociaux importants, et puis également une prise en charge complexe, vraiment avec beaucoup de demandes et de besoins, que ce soit aussi avec des difficultés de communication également. Et c'est vrai que c'est là en fait que tous nous, les infirmières de coordination sur le parcours ORL dans lequel je travaille, permet de cibler avec le patient tous ses besoins et permettre de l'accompagner au mieux pour identifier ses besoins et essayer avec lui, avec l'éducation thérapeutique également du patient, pour permettre à avancer, évoluer et se sentir accompagné tout le long de la prise en charge, parce que c'est pas facile pour eux. Très concrètement, vous êtes partout en fait, vous êtes son référent, On est la personne ressource du patient en fait, ou justement... Concrètement, ça veut dire quoi pour lui? En fait, c'est nous, il nous appelle, nous sommes le premier interlocuteur du patient, et puis après on dispatche en fonction de ses besoins, de ses demandes. Si on peut lui répondre tout de suite, c'est OK, on lui répond tout de suite, et après voilà, on essaye vraiment, on l'accompagne dès le début de l'annonce et pendant tout le long du traitement. Et après, on fait aussi, en fonction des besoins du patient, on peut également le suivre. Donc on le suit à J8 après la fin du traitement et dans le poste thérapeutique pendant une année. Docteur Jean-Baptiste Méric, vous êtes directeur, vous, du pôle santé publique et soins de l'Institut national du cancer. Est-ce que ça a vraiment l'intervention de ce nouveau métier, parce que c'est un nouveau métier à part entière, un soin presque à part entière, est-ce que ça a changé le parcours de vie finalement des patients? Alors effectivement, ça fait partie des innovations assez majeures qui en fait sont portées au départ par une demande des patients. Au tout départ, avant les plans cancer, il y avait cette demande de dire voilà, on est un peu perdu, et puis avec les avancées médicales qui ont fait qu'on est effectivement aujourd'hui de moins en moins à l'hôpital quand on est malade, et de plus en plus en ville, voire en ville, à l'hôpital, puis à nouveau en ville, avec des spécialistes différents, avec de plus en plus d'intervenants, parce que aussi on a amélioré les différentes interventions, eh bien ce besoin de coordination, il est de plus en plus important. Dans le plan cancer 2, ça remonte à quelques années, on avait expérimenté pour la première fois ces parcours, puis ces métiers dans le plan cancer 3, et aujourd'hui dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer, qui donne un nouvel élan à la lutte contre les cancers dans notre pays, eh bien cette question de la coordination, elle persiste, parce que finalement, faire travailler des humains ensemble, ça reste quelque chose qui, en médecine comme ailleurs, est extrêmement difficile. Et on a toujours à progresser. Il y a une amélioration continue de la qualité, les pratiques s'améliorent, des nouveaux métiers se créent, des nouveaux outils pour répondre aux patients, avec notamment toute la coordination numérique qui a aussi pris sa place. Et tout cela contribue à une amélioration qui, pour nous, vue du niveau national, est extrêmement importante, parce que c'est un des moyens de garantir que les temps forts qui vont faire la qualité du parcours sont respectés, que où que l'on soit traité, comme le disait Marc Ichou, dans un grand centre, dans un petit centre, qui soit privé, qui soit public, eh bien on va avoir le même accès à l'innovation, on va avoir le même repérage des fragilités, on va avoir le même accompagnement, et ça repose sur cette capacité à bien coordonner tout le monde. Est-ce qu'on peut dire, professeur Ichou, que ça permet aussi de personnaliser davantage le parcours, dans le sens où tous les patients n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes vécus Absolument. De toute façon, ça correspond à ce qu'on appelle une prise en charge globale du patient. C'est-à-dire que le patient, ce n'est pas seulement une tumeur, ce n'est pas seulement un gène qui est muté, c'est une personne dans son ensemble, dans son écosystème. Et le rôle aussi de ces infirmières, je dirais, de première ligne, un petit peu de coordination, c'est aussi d'évaluer quels sont les besoins globaux du patient, quels sont ses aidants, quelle est son histoire, quelle est sa perception de la maladie, qui va être différente d'une personne à l'autre, et qui va donc effectivement, comme disait Anis, les orienter vers peut-être un psychologue s'il faut, vers un algologue, vers la nutrition, vers différents soins de support qui doivent être totalement intégrés dans ce parcours. Oui, si je peux me permettre. C'est vrai que du coup, nous, quand on rencontre le patient, on fait un dépistage de soins de support pour justement identifier tout ce qui l'entoure. Parce que justement, c'est du coup tous les intervenants qui peuvent être complémentaires au niveau global, comme disait le professeur Ichou, avec le nutritionniste, l'assistante sociale, le psychologue, la kiné. C'est vraiment toutes ces personnes qui sont... Pour permettre justement à aider le patient tout le long de la prise en charge. Il n'y a pas que sa maladie qu'on soigne, on soigne toute la personne entière.
séquelles de chirurgie. Vous, en fait, vous identifiez tous ces besoins qui sont peut-être même non formulés par des patients compliqués. On creuse un petit peu, on cherche, voilà, et après c'est vrai que du coup, mais ça c'est tout le long de la prise en charge. Dès le début, on identifie les problèmes et tout le long, on essaye de les repérer également. Et comme on a créé du lien avec le patient, ça lui permet aussi de venir vers nous quand il a autre chose. Et aussi en fonction du profil du patient, on leur remet également un classeur, nous, parce que justement des fois il y a des difficultés pour les personnes, donc en pathologie ORL, je parle principalement, il y a des difficultés de communication, il y a des difficultés, ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas d'internet, ils vivent des fois isolés et j'ai des patients qui vivent sur des péniches sans eau, sans électricité. Et là, il faut arriver à créer du lien avec eux et lui redonner un outil pour qu'ils puissent faire vivre cet outil avec les autres aussi intervenants. Alors c'est quoi ce classeur? Alors nous, on a un classeur où il y a nos coordonnées, il y a les informations de la maladie, il y a les bilans sanguins, les comptes rendus médicaux, on oriente tout, on a la petite perforatrice, ils amènent tous leurs documents, on perfore tout pour eux, on leur met vraiment pour les aider à être acteurs de leur... s'approprier. Voilà, être acteurs du traitement en fait, et de la maladie. Et voilà. Le traitement. Professeur Méric, j'imagine que la détermination des critères au départ, doit être très fine pour que ce soit efficace. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est différent d'une région à l'autre? Alors effectivement, ce point que tu disais très bien, c'est ce temps de l'annonce au début de la maladie où en fait on a beaucoup de choses à dire, mais on a beaucoup de choses à entendre, beaucoup de choses à écouter pour s'approprier justement cette singularité du patient, à la fois pour le respecter. Comme tu disais, il y a cette question de l'autonomie, de jusqu'où il veut s'investir dans sa maladie, ce qu'on va pouvoir ou devoir faire pour lui. Il y a comment on va l'amener justement à être acteur s'il le souhaite. Et puis, il y a ce repérage qui est extrêmement important de ce qu'il ne va pas dire. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ce qui est l'objectif des patients et qui est devenu l'objectif des soignants, c'est pas que le parcours de soins se passe bien. C'est pas que le parcours de santé se passe bien. C'est que le parcours de vie se passe bien. C'est-à-dire que ce moment de l'annonce, c'est aussi le moment de se poser la question, est-ce qu'il y a des jeunes enfants à la maison? Comment ils vont vivre cette période de la vie? Quelle est la vie professionnelle? Un artisan qui travaille tout seul et qui n'a pas forcément de prévoyance, ça ne va pas être du tout la même gestion pour lui de revenir en traitement que pour quelqu'un qui est salarié avec tout un système autour de lui. Donc on va rentrer dans des dimensions beaucoup plus larges. C'est aussi ce qui a caractérisé ces avancées ces dernières années. Au début, on s'intéressait à la douleur, on s'intéressait au suivi social. On est maintenant dans l'activité physique, dans la prévention de la récidive, dans la santé sexuelle, dans la fertilité. Donc des dimensions de vie pour que l'impact du cancer, on guérit de plus en plus de cancers, on guérit une majorité de cancers. Donc c'est de se dire que ce parcours-là, ce temps de cancer, on va en faire quelque chose et on va essayer qu'il ait le moindre retentissement maintenant et pour plus tard. Il faut bien imaginer qu'aujourd'hui en France, c'est 3,8 millions de nos concitoyens qui ont ou qui ont eu un cancer. Donc ça touche toutes les écoles, ça touche toutes les communes, ça touche tous les employeurs, ça touche toutes les familles. Et c'est l'ensemble de ces dimensions-là qui vont se travailler au niveau individuel. Donc oui, il va falloir repérer tous les éléments sur lesquels il y a besoin d'un soutien, il y a besoin d'un complément pour que justement le cancer ne fasse pas encore plus de dégâts aussi dans ces dimensions-là. Oui, alors Nathalie Marin, c'est aussi c'est aussi votre partie. Vous êtes infirmière relais chez Diadome, qui vend du matériel médical. C'est complètement différent. Vous intervenez directement au domicile du patient. Tout à fait. Donc déjà, infirmière relais de prestataire de santé à domicile, ça veut dire qu'on n'intervient pas du tout dans le souhait. Le cadre réglementaire nous l'interdit formellement. Donc, du coup, on est là pour surseoir à la demande des prescripteurs dans le cadre soit de la livraison, soit des vérifications de bonnes pratiques d'usage du matériel au domicile, soit à aider ou à former l'infirmière libérale ou les aidants qui s'occupent des patients au domicile. Mais on a une fonction hors soins totale. C'est aussi l'un des aspects très importants de votre nouveau rôle, Annelise, c'est dans l'après. Vous les suivez jusqu'à 1 an après, mais c'est aussi ce lien avec la médecine de ville pour que les choses se passent le mieux possible, que l'information circule. J'imagine que c'est pas simple partout, ça, à mettre en place. Alors, en effet, c'est pas simple, mais c'est vrai que les intervenants extérieurs, ils trouvent aussi une facilité, parce que automatiquement, ils ont un interlocuteur
plus facilement accessible, parce que un médecin, quand il est en consultation, il ne peut pas toujours répondre à toutes les demandes d'extérieur. Et nous, du coup, on réceptionne les appels, on répond si on peut, on va chercher si on peut aussi, et après, sinon, on interpelle le médecin pour qu'il fasse le lien, avec si nous, on ne pouvait pas répondre à cette demande. Mais c'est vrai on est repéré quand même aussi par l'extérieur. Les patients nous repèrent, mais l'extérieur aussi, parce qu'on a de plus en plus d'appels, que ce soit des pharmaciens, que ce soit les infirmiers libéraux, que ce soit les médecins traitants, les dentistes. On ne pense pas tout souvent, mais les dentistes aussi. Oui, les dentistes nous appellent aussi pour être aiguillés par rapport à la prise en charge de ce patient, pour savoir où il en est, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et à ce moment-là, on voit avec le médecin qui va le rappeler. Mais vraiment, on essaye de soulager aussi le médecin pour qu'il ne soit pas dérangé sans arrêt. Alors, elle est modeste. Jean-Baptiste Béric. Il y a quand même un point important dont on se rend compte, qu'on a connu il y a beaucoup plus longtemps que ça dans la concertation pluridisciplinaire, et qu'on découvre maintenant dans ces fonctionnements d'équipe, c'est qu'on est quand même plus intelligent à plusieurs, qu'on aborde des dimensions différentes du patient, et ce que l'on voit bien remonter du terrain de la part des équipes qui ont ce fonctionnement avec des temps dédiés, avec des professionnels formés à la coordination, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmières, que ce soit des assistantes, c'est qu'on apprend quelque chose de ce fonctionnement d'équipe, qu'on va aborder le patient différemment. Et l'infirmière de coordination, elle ne fait pas que soulager le médecin, elle apporte quelque chose d'autre, même si c'est vrai que ce gain de temps médical, il est important, et qu'il faut le constater parce que c'est aussi valoriser chacun au meilleur moment du parcours. C'est quand même vraiment important de dire que ce fonctionnement pluridisciplinaire, il est crucial. Et il est crucial aussi en ce sens qu'on va se constituer en équipe, y compris pour des temps particuliers. Et je parle là notamment du ville-hôpital. Le ville-hôpital, et ça peut passer effectivement avec un prestataire, ça peut passer avec des collègues d'hospitalisation à domicile qui, alors eux, sont complètement dans ce lien, puisque parfois même ils vont faire travailler des collègues de ville dans leur organisation. C'est de plus en plus important avec cette question justement d'un malade qui est de plus en plus à domicile. Et là, nous, on s'intéresse beaucoup à ça en ce moment dans les cancers de mauvais pronostic. Pourquoi ? Parce que même si je vous disais qu'on guérit de plus en plus de cancers, il y a encore des cancers aujourd'hui pour lesquels, au moment où on annonce le diagnostic, on sait qu'il y a moins d'un tiers de chances que ce patient soit encore en vie dans 5 ans. Et ces cancers-là, on sait qu'ils sont caractérisés par des temps pour faire le diagnostic qui sont cruciaux. En quelques semaines, on peut perdre une chance d'opérer un malade, on peut perdre une chance de guérison. Ils sont caractérisés par des ruptures de parcours. Pourquoi ? Parce que c'est des cancers dans lesquels le traitement marche moins bien. Donc quand le traitement fonctionne moins bien, on a plus de chances de se retrouver aux urgences, on a plus de chances d'avoir des symptômes de la maladie. Et donc là, on lance un appel à projet pour que des structures hospitalières et de ville se mettent ensemble et travaillent ensemble, se constituent en équipe pour dire voilà, on va revoir nos façons de fonctionner et on va revoir qui doit s'occuper du patient au bon moment pour justement apporter toujours le meilleur et de bien dire qui doit être le médecin, l'infirmière, l'assistante sociale, qui doit intervenir, à quel moment. Donc d'essayer de raffiner encore cette coordination avec cette question de la ville et de l'hôpital. La ville s'organise aujourd'hui, l'hôpital est déjà très organisé, la ville s'organise. Et on a vraiment maintenant du répondant, je dirais, en ville, avec aussi des infirmières de coordination en ville. Et donc, on a vraiment les moyens d'agir. Oui, parce que, professeur Ichou, est-ce que vous pensez que c'est plus simple pour vous, qui êtes dans un tissu urbain moins dense, qu'en région parisienne, j'imagine, où finalement, on a l'accès aux spécialistes étant plus simplifié. Est-ce que c'est plus difficile d'impliquer la médecine de ville ou Dans un contexte urbain par rapport... Ouais. Alors, bon, il faut savoir que ici, que ce soit l'ICM, le CHU ou autre, on reçoit des patients de toute la région, donc certains qui sont assez éloignés. Hein. Et puis vous savez que même dans les villes, il y a encore des déserts médicaux, entre guillemets, actuellement. Donc effectivement, le point clé des parcours, c'est le lien entre l'hôpital et la ville, notamment en cancérologie, parce qu'une fois que le patient est dans l'hôpital, en général, de plus en plus, on a organisé son parcours, il y a des tas d'assistantes, etc. C'est bien fait. Le point, c'est, ce que disait le docteur Méric, c'est déjà à l'entrée, ne pas perdre de temps, et puis après à la sortie. Alors il parlait des cancers de mauvais pronostic, ou de moins bons pronostics. Heureusement, il y a aussi un grand nombre de cancers qu'on va guérir, mais après, c'est comment les réadapter. Un exemple, c'est le cancer du sein. On est à Octobre Rose, donc il faut en parler. Donc, par exemple, à l'ICM, on a mis en place un parcours qu'on appelle Nova Sein,
qui consiste à, une fois que la patiente a eu l'ensemble de son parcours de traitement, rayons, chimiochirurgie, etc., elle va retourner à domicile. Et là, souvent, il y a une rupture qui se fait. Et donc, ce qu'on met en place, grâce à un plateau de soins de support, on a parlé des soins de support, il y en a plus d'une vingtaine qui sont définis par l'INCa, on a regroupé ces soins de support sur un plateau avec plus de 60 professionnels. Et à la fin de leur parcours de traitement, on fait un diagnostic personnalisé de besoins en soins de support. C'est-à-dire problèmes sociaux, sexuels, esthétiques, douleurs, nutritionnelles, etc. Et après, on leur propose une prise en charge personnalisée. Et justement, souvent, les patientes qui n'habitent pas à proximité de l'Institut, eh ben, on met en place un réseau de professionnels, kinés, nutritionnistes, psychologues, pour faire cette prise en charge au plus près de leur domicile. Voilà. Et, alors, quand vous ça, dites c'est très important. On le met en place, c'est l'infirmière de coordination qui le met en place Alors, ou c'est... Enfin oui, c'est-à-dire qu'au niveau de ce plateau de soins de support, on a justement des équipes de coordination qui vont, une fois ce diagnostic fait, prendre contact avec les professionnels près du domicile pour mettre en place ce programme personnalisé de soins, de réadaptation. Vous disiez, Annelise, vous suivez 180, 190 patients par an. C'est très lourd. Ou alors vous aviez déjà en amont mis en place votre réseau, ou tout ça se fait au fil de l'eau selon les... Et puis, quelles réponses vous trouvez sur le terrain? Ça se fait au fil de l'eau, en effet. Après, voilà, on s'adapte vraiment aux besoins de chaque patient. Ça, c'est vraiment important, au profil de patient. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui auront vraiment un besoin d'un suivi vraiment très proche, qui sont fragiles et donc qui ont vraiment besoin d'un soutien, parce que la prise en charge, nous, pour le parcours ORL, c'est radiothérapie, chimiothérapie. Et là, la radiothérapie, par exemple, c'est pendant 2 mois, tous les jours, ils voient des médecins, ils voient du personnel médical, ils ont quelqu'un, tous les jours, un interlocuteur. Sauf que quand ça se termine, ils n'ont plus personne. Et déjà qu'ils sont isolés, ils se retrouvent à nouveau encore plus isolés, parce qu'ils ont cette rupture, comme disait le professeur Échou. Et là, le problème, c'est qu'il y a des conduites addictives qui reviennent, il y a des choses qui rentrent, qui reviennent, et c'est là où nous, on intervient, parce que justement, on sait qu'il est plus fragilisé, on va essayer d'appeler plus souvent, si on voit qu'il n'y a pas de souci, on va l'appeler moins souvent. On va faire un suivi dans le temps, mais moins proche. Et pour d'autres, on va faire un suivi vraiment très, très proche pour ne pas le laisser tomber et pour identifier dès qu'il va avoir besoin de nous. Comme vous disiez tout à l'heure que des fois, ils ne nous appellent pas, c'est à nous justement de vérifier, en effet, de savoir s'il y a un besoin qui se recrée. En fait. Je vois Nathalie Marin qui opine, parce que vous rendez chez eux, vous voyez ce besoin qui est souvent presque désespéré, en fait, d'avoir une aide. Ça fait aussi partie de nos missions, c'est-à-dire d'être les yeux à la maison de l'hôpital, finalement, et justement d'encourager à rappeler les milieux hospitaliers, les infirmiers de coordination, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abandon à la maison, quoi. Vous n'êtes pas nombreuses non plus, infirmières relais. Alors, on est quand même sur tout le territoire national. Donc, je ne sais pas ce que vous appelez nombreux ou pas nombreux. Mais je regarde, j'ai vu pour vous sur le département 1 ou 2, non? Voilà, sur le département. Sur le département. Donc, après, on a des demandes qui varient, qui sont très dépendantes d'un secteur à l'autre. Mais on a un maillage quand même sur tout le territoire, avec des infirmiers partout en France, et notamment sur les grosses régions, Paris, Lyon, PACA, voilà, où la demande est plus conséquente. Est-ce que ces parcours personnalisés sont vraiment maintenant implantés? Est-ce qu'on peut dire que 100% des patients y accèdent, ou on n'en est pas encore là du tout, professeur Échou? Non, 100%, on ne peut pas dire, bien entendu. Je crois qu'il y a effectivement un problème aussi de valorisation de cette activité, qui reste une problématique dans une tarification qui est faite à l'acte, à l'activité. Alors, on y arrive de plus en plus grâce aux prises en charge pluriprofessionnelles qui sont mieux valorisées lorsqu'un patient vient voir plusieurs professionnels en même temps. Comme disait le docteur Méric aussi, les institutions y gagnent parce que ça rend du temps médical qui est précieux par rapport à des tâches qui seront mieux faites par des infirmières de coordination. Parce que comment on le tarifie, là ça? Il n'y a pas de tarification particulière, justement, pour les infirmières de coordination. Et ça, c'est un sujet. Mais c'est vrai que c'est du temps gagné. Ce que disait Jean-Baptiste, c'est tout à fait vrai.
au début, quand on a créé les réunions de concertation pluridisciplinaires, un certain nombre de professionnels, chirurgiens, nous disaient « Oh là là, on va perdre du temps à discuter autour d'un dossier et pas avoir de patients ». Et en fait, c'est du temps gagné, parce que comme la décision a été collégiale prise, après, on gagne beaucoup de temps dans l'explication et dans la prise en charge du patient. Donc voilà, mais effectivement, il y a quand même un problème de tarification à l'activité qui est un frein, et on espère de plus en plus, je me retourne vers Jean-Baptiste, je ne sais pas si c'est le courant, mais de forfaits qui intégrerait justement un parcours patient. Je crois qu'il y a une expérimentation Alors, en peut-être cours là-dessus. Jean-Baptiste peut en parler. Oui, alors, je vais effectivement, avec ma casquette nationale, prendre le mauvais rôle de mes collègues du ministère, qu'on accuse toujours de ne pas donner assez d'argent. Mais là, pour le coup, on a des expérimentations, effectivement, de cette forfaitisation, et notamment en cancérologie. Parce qu'en cancérologie, on a plutôt un petit temps d'avance sur cette structuration, cette coordination des parcours. Et par exemple, si on pense à un projet où notamment la Fédération des centres est fortement investie, qui est un projet de chimiothérapie et de thérapie orale à domicile. Donc là, c'est des patients qui vont prendre des comprimés. Eh bien, on a un médecin à l'hôpital, un médecin en ville, un pharmacien qui vont intervenir une ou plusieurs fois. Et en fait, au lieu d'être payés chacun à chaque fois, on va faire un forfait qui va ensuite être réparti avec des règles fixées à l'avance. Donc, on est bien dans le paiement du parcours et non plus dans le paiement à chaque fois d'un acte. Donc ça, ce sont des choses qui avancent, qui vont se mettre en place. Et sur la définition des métiers aussi, on est en train d'avancer. Il y a des projets de recherche qui sont en train de se conclure, qui vont permettre aussi d'avancer sur la définition de référentiel de ces métiers pour pouvoir bien dire à quel moment du parcours chacun apporte quelque chose, y compris à la fin du parcours, puisque l'étape pour 2023 pour nous, c'est de définir ce que l'on appelle le dispositif de fin de traitement. C'est-à-dire qu'on a parlé du début et de l'annonce, et maintenant on va s'attaquer à définir un référentiel de ce qui devrait être fait à la fin, en miroir de l'annonce, c'est-à-dire revoir le patient à la fin pour justement ce passage de témoin avec la ville et pour casser cet effet qui était très bien décrit de jeter les gens tout d'un coup dans le grand bain comme ça tout seul en leur ayant juste donné des cours théoriques de natation. Ben non, on va se dire qu'on les accompagne et qu'on fait un bilan à nouveau de leurs besoins en soins de support pour cette nouvelle période qui s'ouvre. Il y a aussi un sujet peut-être de valorisation de ce nouveau métier, Annelise, que vous exercez. C'est un métier vraiment à part. Et pourtant, il n'y a pas de qualification particulière ni de valorisation particulière aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de valorisation. Après, c'est... Il n'y a pas de diplôme en fait, d'infirmière de coordination. Enfin, moi, du coup, j'ai passé en 2018 un diplôme universitaire de coordination d'établissement réseau de santé, réseau de cancérologie à Gustave Roussy, mais il n'y a pas encore de diplôme qui certifiant en fait pour les infirmières de coordination. C'est une piste. Est-ce que ça pourrait voir le jour ou c'est pas une priorité aujourd'hui nationalement? Aujourd'hui, il y a un autre système qui est développé, qui est le système des infirmières de pratique avancée, qui lui, pour le coup, rentre dans l'universitarisation de ces professions, dans le schéma licence, master, doctorat, et qui donc, lui, va effectivement avoir cette position-là. Ce qui n'est pas le cas pour les infirmières de coordination, avec aussi l'idée que infirmières de coordination, ça n'est pas toujours une fin en soi, et qu'on a aussi des organisations où les infirmières de coordination font de la coordination, mais à d'autres moments d'une même année vont faire autre chose, par exemple, ou à d'autres moments de leur carrière vont faire autre chose. Et finalement, ça répond aussi à un besoin, à une envie de beaucoup de professionnels de s'investir là-dedans, mais c'est lourd et il y a aussi parfois une envie de revenir plus près des soins. Donc aujourd'hui, c'est encore un métier qu'il faut qu'on cadre, qui est encore en devenir, mais qui a trouvé sa place parce qu'au-delà des expérimentations, il y a énormément d'établissements qui ont investi ce champ de la coordination et des professionnels de la coordination. Avant d'en passer aux questions, j'ai une dernière aux questions de la salle. J'ai une dernière question pour vous, professeur Richoux, qui est un peu le pionnier de ce système. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'il se développe davantage? Déjà des infirmières. Parce que le problème, c'est que je crois qu'il y a 15 000 infirmières qui manquent en France actuellement. C'est un vrai sujet, là, de post-Covid. Je crois qu'on a parlé tout à l'heure du Covid, mais là, c'est le post-Covid et c'est un vrai sujet. Il y a une désaffection, contrairement à notre infirmière, aux infirmières relais, il y a une désaffection du métier qui est très préoccupante. Et la problématique, c'est que, justement, avant de pouvoir développer des infirmières de coordination, il faut qu'on ait des infirmières dans les services de soins,
la nuit, les week-ends, la permanence des soins. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc je crois que pour le moment, c'est le principal frein. Mais j'espère que ça va s'améliorer dans quelques temps. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'imagine qu'il y a des questions. N'hésitez pas à... Oui, nous allons... Madame, nous vous écoutons. Oui, bonjour tout le monde et merci de me répondre. Voilà, j'ai été opérée en 2017 d'un cancer du sein, j'ai eu une mastectomie et je voulais savoir votre protocole de ne pas lâcher la main du patient, depuis quand elle est en place, parce que je n'ai jamais eu de contact avec qui que ce soit, on ne m'a jamais appelé, on n'est jamais venu me voir, je me suis débrouillée toute seule, à part mes visites à l'ICM, comme je devais faire. Et là, bon, mon traitement est terminé depuis très peu de temps, hein, puisqu'on est en 2022. Mais c'est pareil, je voudrais savoir s'il y a une suite, si on va me contacter, si on va... Voilà. Merci de bien vouloir me répondre. Merci, madame. Oui, je ne vais pas pouvoir répondre à un cas individuel et un dossier individuel. Le parcours dont je parlais, Novassin, est mis en place depuis quelques mois. Donc, effectivement, il n'existait pas encore en 2017. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Madame, ici, s'il vous plaît. Le micro arrive, ça va être plus simple. Le micro arrive tout de suite, madame. Le voilà. Merci. Merci. Qu'est-ce que vous préconisez pour un cancer atypique? Alors, au bout de 7 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous expliquez tout? Nous n'avons pas la... Pardon? Non, je crois qu'on n'explique pas tout. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que dans ce que vous appelez cancer atypique, il y a plusieurs choses. Il y a notamment les cancers rares, pour lesquels la France est un des rares pays, pour le coup, à s'être particulièrement organisé avec des réseaux d'experts pour s'assurer que quand on a un cancer rare, eh bien, on a l'expertise des meilleurs acteurs dans le pays, voire même maintenant de réseaux européens avec lesquels on coopère. Donc pour les cancers les plus rares, on a effectivement ce besoin de ne pas forcément toujours travailler au plus en proximité du malade, mais là où se trouve l'expertise la plus riche. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien organisé, avec notamment des réunions de concertation pluridisciplinaire qui se font au niveau national pour que, quel que soit le lieu de vie du malade, les meilleurs experts au niveau national puissent donner leur avis sur son traitement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur, lève la main, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bonjour. Je vous entends parler depuis tout à l'heure d'accompagnement, de santé environnementale depuis ce matin. Qu'est-ce qui est mis en place pour la famille autour des patients atteints de cancer qui sont des fois dans des situations hospitalisées ou à la maison, en rémission ou plutôt sur le déclin? Qu'est-ce qui est mis en place pour la famille autour de ce patient, que ce soit pour l'aider ou que ce soit pour aider la famille directement? Est-ce que dans le projet que vous avancez, donc Novassin, est-ce que c'est pris en compte tout ça? Je vous remercie et je vous remercie de votre intervention. Tout ça. C'est un vrai sujet auquel on a prévu de s'attaquer de plus en plus. Je pense avec l'INCa, avec la Ligue contre le cancer aussi, c'est le sujet des aidants. Et c'est vrai qu'on a mis beaucoup de moyens sur le parcours patient qui prend en compte bien sûr les aidants. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une coordination, on s'occupe des aidants. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour ça. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être, Anis, tu veux... Oui, moi je voulais intervenir par rapport au parcours ORL dans lequel du coup je travaille. On a justement, quand on fait le dépistage de soins de support, on prend en compte le patient et son accompagnant. C'est-à-dire que du coup, quand ils doivent, par exemple, en parcours ORL, on conseille plutôt d'arrêter de fumer. Du coup, on va dire également aux accompagnants, là, je veux dire, il va être entouré également, s'il le souhaite, par l'équipe de tabacologie, pardon.
Et ça va permettre justement d'être ensemble. Et le patient n'est pas tout seul, il y a son accompagnant. Enfin, la prise en charge globale, c'est ça en fait, c'est le patient, tous ses besoins et tous ceux qui vivent avec lui, qui ont aussi des besoins. Et on essaie de prendre en charge ça. Et ça, c'est tout le long de la prise en charge. Enfin, nous, c'est ce qu'on fonctionne ainsi. D'où le lien avec les assistantes sociales dans vos soins de support, oui, etc. Parce que des fois, c'est la famille, par exemple, on va dire, je prends un exemple, un homme qui est atteint d'un cancer ORL et sa femme qui fait tout à la maison et elle va être démunie à un moment donné, on la prend en charge et on va voir avec les assistantes sociales ce qui est possible de faire, ce qui est réalisable avec une aide à la maison, avec, et si elle a besoin d'un soutien psychologique elle aussi, elle aura un soutien psychologique. Et les enfants aussi. Il n'y a pas que l'épouse qui est avec lui, il y a aussi sa famille proche, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, madame ou monsieur, pardon, au fond de la salle, s'il vous plaît. Oui, bonjour et merci pour votre intervention et permettre aussi gratuitement qu'on puisse avoir des informations sur un sujet important de société, malheureusement. Ma question, c'était comment évaluer un cas donc il y a eu un premier cancer, puis un second qui n'est pas le même que le premier, mais avec on va dire avec une rémission rapide au niveau des imageries TEP-scan, pour pouvoir poser la balance bénéfice-risque, pour continuer un traitement, voir est-ce que c'est intéressant de continuer un traitement malgré une imagerie qui montre qu'il n'y a plus de cancer, avec le risque quand même que le traitement, si c'est un traitement de chimiothérapie lourde, ait des effets un peu plus à long terme, voire essayer de voir pour stopper le traitement et avoir un suivi plus serré. Et comment peut-on communiquer les données de recherche en simplifié aux personnes concernées si elles le demandent, ou à leur famille si elles sont curieuses de savoir ces données-là pour pouvoir continuer ou justement pouvoir prendre des décisions et avoir justement une information libre et éclairée et prendre des décisions en fonction de ça. Bon, je crois qu'il faudrait une deuxième table ronde pour répondre à toutes ces questions qui sont passionnantes. Là, on est dans le quotidien de la prise en charge d'un patient, de son évolution, et à chaque fois, ce qu'on essaie de faire, les cancérologues et en équipe, c'est d'évaluer ce que vous avez dit, c'est-à-dire le bénéfice-risque, jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller, quand s'arrêter. Mais je ne peux pas répondre à toutes ces questions à la fois. Je crois que c'est vraiment la personnalisation de la prise en charge, avec à chaque fois un avis collégial et la participation du patient. Et on est de plus en plus en train de développer ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, c'est-à-dire l'aide de patients, aussi partenaires, qui doivent nous aider dans ces réflexions éthiques et dans ces réflexions de prise en charge au quotidien des patients. Donc je crois que c'est un sujet complet, mais on ne pourra pas l'aborder dans les secondes qui ne restent plus. Si vous me permettez, je vais poser moi la dernière question à Nathalie Marin. Je voudrais qu'elle ait le mot de la fin parce que vous êtes la doyenne. En une minute. Vous êtes la doyenne ici de ces infirmières relais. Ça fait 10 ans que vous faites ça alors que les parcours n'existaient pas. Est-ce que vous avez vu une évolution positive? Ça fait 10 ans que vous intervenez en fin de course au domicile de ces gens. Est-ce que vous avez vu les choses changer quand même? Alors, ce qu'on a vu changer, surtout en 10 ans, c'est le fait que les patients viennent de plus en plus tôt à domicile. Ça, c'est déjà le premier constat. Et donc, de fait, effectivement, il y a l'évolution du métier se fait en parallèle de cette évolution du parcours du patient. Merci. Merci. On vous applaudit, on vous remercie très chaleureusement pour cette présentation. Merci beaucoup, Géraldine. Je pense qu'on peut vous retrouver donc également au niveau de la galerie si vous avez d'autres questions. Et de toute façon, la galerie, il faut y passer donc pour les animations qui sont proposées par nos partenaires. Merci beaucoup. À tout de suite pour parler de Montpellier, laboratoire de santé globale.